Alors, je profite d'un détail important dans la paracha de Vaïshem. Dans la paracha de Vaïshem, il y a, au-delà du fait qu'il y a une série de cours très importantes sur Yosef et ses frères, parce que c'est un vrai sujet qu'on ne peut pas traiter à la légère, mais en tous les cas, il y a un détail qui m'interpelle particulièrement, c'est la demande de Yaakov d'aller retrouver ses frères, n'est-ce pas, à Shrem et de partir Be'emek Chevron. D'accord, je vais vous soumettre les versets et ça nous permet un petit peu d'y réfléchir pendant quelques minutes. Vayomer Israël. Première chose, vous remarquerez qu'il n'y a pas écrit Vayomer Yaakov, mais Vayomer Israël. Donc on sait pertinemment que c'est en train de se dresser ici la destinée fondamentale du peuple juif à travers le prisme de Yosef et de Yehuda, avec toute la difficulté et la complexité que cela implique. Le fait est, c'est qu'il est bien connu. Yosef a déjà rêvé, les frères lui ont déjà dit combien il trouvait ses rêves problématiques, etc., etc. Yaakov, Israël, envoie Yosef, Alo Achicha, Roim Beshchem. Il envoie ses frères, donc il envoie Yosef à Shrem pour aller voir ses frères. Lecha ve'ashtechecha. Le Hachem HaKadosh nous renseigne, tu y vas, je t'envoie. Pourquoi tu y vas, je t'envoie? Parce que, en fait, qu'est-ce qu'est en train de dire Israël? C'est entre tes mains de pouvoir réparer cette réalité, cette tension qui existe avec les frères, avec les fondateurs, n'est-ce pas, de la nation hébraïque. Ashlechecha Elehem, Vayomer lo Ineni. Le Ineni, comme d'habitude, est absolument exceptionnel. Yosef Hatzadik, il sait pertinemment, il pourrait contredire ce que vont dire les Chachamim, le Rav Sforno notamment. Il pourrait contredire en se disant, écoute, ils me haïssent, c'est dangereux. Non, je sais qu'ils me haïssent et malgré tout, je suis présent. Je veux accomplir ce que me dit mon père. Parce que je sais que ici, à la vérité, je sais que c'est juste. Et il y va. Vayomer lo, לך נא ראה את שלום אחיך, את שלום הצאן, והשיבני דבר, והשליכהו מעמק חברון, ויבוא שכמה. טוב. Il lui dit clairement, empresse-toi, vas-y, va voir la sérénité et shalom achecha, donc retrouve cette sérénité, cette cohésion auprès de tes frères et de leurs troupeaux. Ils se gardent eux-mêmes, ils se préservent eux-mêmes, ils se sont éloignés de Yaakov et de Yosef pour ne pas commettre ce qui pourrait sembler l'irréparable. Et en tous les cas, il va, étrangement l'expression, Emek Chevron, dans la plaine de Chevron. Et le Rachaim s'interroge sur le fait que comment tu peux parler de la plaine de Chevron alors qu'a priori, Chevron, c'est une montagne, puisque quand ils montent, quand les explorateurs arrivent dans le Negev, il leur est dit monter jusqu'à Chevron. Donc, allez monter jusqu'à Chevron. Donc, a priori, Chevron est en hauteur. Et on voit bien aujourd'hui, quand on va à Chevron sur le tombeau des patriarches, on dit une descente et puis il y a une montée. Donc, on peut se demander, mais pourquoi est-il écrit Emek Chevron? À cela, vont répondre les Rachamim, quelque chose de très important. C'est-à-dire que, évidemment, ce qu'on appelle le Rehem notamment, il ne s'agit pas seulement d'un détail, j'ai envie de dire, géographique, ça va plus loin que ça. Chantal, par contre, si tu peux mettre en mute, Mechila. Ok, mais je sais pas. Non, parce que ça fait de la... Okay. Achab, les Rachamim s'interrogent pour laquelle, la raison pour laquelle, effectivement, eh bien, on parle de Emek Chevron, en disant que ce n'était pas exactement à comprendre d'un point de vue surtout géopolitique ou géographique, géologique, mais surtout qu'il y a Etsa Amuka. Il y a quelque chose de très profond dans le fait d'aller eh bien, aux profondeurs de Chevron, aux profondeurs du lien qui te rattache à Kadosh Baruch Hu, une raison bien profonde que tu n'as pas forcément la possibilité de saisir de prime abord. Ça veut dire que le processus qui est mis en place, et Rachid ne ramène pas tout le Midrash, il ramène une partie du Midrash et il ne conclut pas cet enseignement de Rachid, c'est-à-dire tu vas aller chez tes frères, il y a d'autres choses qui ont été comme ça profonds, d'autres éclaircissements profonds qui ont précédé la vente de Yosef, comme la question de Ishmaël, quand Avram a dû renvoyer Ishmaël, comme la scission, n'est-ce pas, entre Yaakov et Esav, qui sont comme ça deux raisons essentielles dans la constitution du peuple, et on arrive au troisième éclaircissement le plus difficile et le plus délicat d'entre eux, puisque c'est Yosef avec ses frères. Mais le Midrash ajoute
ils vont aller être esclaves en Égypte pendant 400 ans. Et ce Midrash laisse entendre que, eh bien, c'est par la vente de Yosef que ce qui avait déjà été énoncé à Abraham Avinu, Ger Yezracha Beres Lolahem, tu seras une descendance étrangère dans une terre qui n'est pas la tienne, se concrétise avec Yosef. Mais pourquoi est-ce que c'est une raison profonde? Eh bien, il me semble que, j'ai envie de dire, dans le fond de la question, c'est qu'il y arrive, justement, parce qu'on est en train de parler dans ces parachiotes de Vaïchev, dans ces parachiotes-là qui sont tellement importantes au niveau de la compréhension de la délivrance de notre peuple, puisque c'est la mise en place de cette entité, de cette identité importante de notre peuple, que on voit des difficultés, des complexités dans les événements qui se produisent l'un à la suite de l'autre. Et la réponse que donne Rachamim, que donne Akadosh Baruch Hu, c'est que tu finiras par comprendre. Tu ne sais pas pourquoi tu descends en Égypte, tu ne sais pas pourquoi ça se passe comme ça. On essaye d'adoucir la réalité, on essaye de l'anticiper, de la rendre, encore une fois, la plus vivable, la plus sympathique possible. Mais il y a une difficulté. Et quant à la question de savoir, mais pourquoi ça s'est passé comme ça, Yosef lui-même va répondre, mais pas maintenant. Il répond à la fin du processus. Dans, justement, peut-être je dois rajouter, bon, je vais rajouter après, mais dans la paracha, justement, de Vaïgash, il dit, Yosef Hatzadik, Ve'ata lo atem shalachtem oti, pardon, qui a Elohim. On a l'impression qu'il y a un processus qui n'a ni queue ni tête, qui n'a pas de sens de l'histoire, et pourtant, eh bien, Yosef, dans sa sagesse, dans sa grandeur, finit par comprendre cela, en disant, c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a envoyé ici pour être le second du pharaon, pour diriger l'Égypte, pour préparer le terrain quand vous allez arriver en Égypte, etc., etc. De prime abord, quand on vit l'événement au moment où on le vit, on ne comprend pas la cohérence de l'événement. Et pourtant, eh bien, à long terme, tout est indiqué pour comprendre que tout cela va dans une seule direction, la construction authentique du peuple juif, et donc la volonté d'Akadosh Baruch Hu se révèle. Et pourquoi ça se passe comme ça? Je vais y revenir dans 2 secondes. Avant ça, j'ajoute juste deux points. Le premier, ce que nous rappelle le Rav Sforno au début de la paracha, tout ce qui arrive à Yaakov arrive à Yosef. Deuxième point, sur le fait, comme dit le Rav Sforno, que justement, ce qui est arrivé à nos patriarches, à nos pères, à nos aïeux, Chen Kara, la Avotenu et Baïcheni, Shemachou Ktsat et Ksatam, Beyad Aromaïm, ce qui est arrivé à l'époque de nos aïeux au 2e Beth Amikdash, où ils se sont un peu vendus aux Romains, Bifrat Shetzaru Malchei Cheshmonai, en particulier quand eh bien, ont commencé les rois hasmonéens à avoir une rixe entre eux. Il faut savoir que le Sefer HaMakkabim, une des raisons, ce n'est pas la seule raison, mais pourquoi le Sefer HaMakkabim n'est pas intégré dans le canon biblique, c'est parce qu'il se finit mal. D'accord? Quand je dis qu'il se finit mal, ça veut dire qu'effectivement, ça, je vous renvoie, pour ceux qui veulent un peu plus approfondir, le Ramban dans Parashat Vaïgash, sur la Beracha de Yehuda, l'Otechokek Shevet mi Yehuda, que le Ramban rappelle qu'effectivement, ils auraient dû prendre la royauté à ce moment-là, de la famille des Kohanim, mais ils auraient dû la rendre tout de suite. Ils l'ont gardée, ça a eu une implication dramatique. Et donc, il y a une sorte de vente mutuelle, de rixe mutuelle, de problématiques d'ego. Un petit peu, nous dit le Rav Sforno, ce qui se laisse entendre, que Moshe aya inyan bemechirat Yosef, shenit galgel adavar, וירדו אבותינו למצרים כדבריהם ז"ל. Comme il s'est passé une rixe terrible entre Yosef et ses frères, elle se poursuit à travers l'histoire. Mais tout cela, de prime abord, on a l'impression que vraiment, il n'y a pas de sens. Et malgré tout, quelle est la volonté de Yosef? On a dit que Yaakov l'envoie chercher ses frères à Shrem, l'endroit où se passent tous les événements les plus terribles dans le peuple juif. Non, Shimon et Lévi, c'est bénéfique. C'est Dina qui est problématique. Shimon et Lévi, c'est très bien ce qu'ils ont fait, c'est pas le problème. Mais Dina et la vente de Yosef, évidemment, qui va avoir lieu aussi à Shrem, et puis aussi après, plus tard, par rapport à la réalité de David, la rixe qui se passe là-bas. Bref, un certain nombre d'événements qui se passent justement à Shrem. Ce qui est intéressant, c'est que le Sfat Emet relève Shrem comme étant les initiales de Shem Kevod Malchuto.
C'est-à-dire que là où il y a la séparation, la rixe, les événements terribles, c'est là-bas qu'envoie Yaakov retrouver ses frères. J'ai évoqué le terme d'ego volontairement pour vous montrer qu'il n'y a pas d'ego. Pourquoi? Parce que quand Yosef Hatzadik, il part à essayer d'aller faire la paix de ses frères, de retrouver la sérénité avec ses frères, le verset est, j'ai envie de dire, est limpide. Qu'est-ce que recherche Yosef? Quand il demande à l'homme qu'il a aiguillé et qui va le tromper sur le chemin, et echai anochi mevakesh. Il n'y a pas écrit anochi mevakesh echai, écrit et echai anochi mevakesh. Pourquoi c'est fondamental? Vayomer et echai anochi mevakesh. Agid aneli efo emroim. Où est-ce qu'ils font paître le troupeau, où est-ce qu'ils prennent la responsabilité en deuxième lecture de la valeur de la destinée du peuple juif? Ce sont mes frères que je recherche. Le je, le anochi, c'est le je le plus absolu qui existe, le je le plus intime qui existe. C'est quoi le je le plus intime qui existe chez Yosef? C'est ses frères. Il recherche en permanence, sans faillir, pendant une seule seconde, il recherche ses frères. Quand nous sommes dans une période dense, troublée, où le lien de fraternité, eh bien, il n'est pas brisé, mais en tous les cas, il est en ballottage, la force, c'est de ne pas faillir et de continuer à dire, bon gré, mal gré, ce sont mes frères. Cette réalité-là qui est présente chez Yosef, elle va être notable pour la suite de l'histoire. Mais à la question de savoir pourquoi ça se passe comme cela, et pourquoi ça se passe de cette manière qui peut paraître effectivement terrible, à ça je vous réfère à un ouvrage qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer ensemble dans le passé, le Emabadim Semecha, qui nous dit un enseignement très intéressant et très important que je vous soumets. Arshab, justement, à Kadosh Baruch Hu, je vous soumets le propos. איך ייתכן שהקדוש ברוך הוא יתחיל הגאולה על ידי עוברי רצונו ועל ידי אנשים שאין ניכר בהם שום לכלוכית של יהדות? Comment est-ce possible, te dit le Rav Tertel, que Akash Baruch Hu a mis en place la délivrance de son peuple par des gens qui, a priori, n'ont pas une once, n'ont pas une étincelle, chas v'chaïla, il le dit, chas v'chaïla, une étincelle de judaïsme. Eir Hashem et libi, Akadosh Baruch Hu m'a éclairé pour donner un sens à cela, à cette louange qui sort d'une réalité peut-être tronquée, peut-être sinueuse. Même nous, on peut essayer de comprendre. Comment? Il poursuit, il nous dit, justement sur la page de Vaïshem. Justement sur la page de Vaïshem. On ne va pas dire à quoi maintenant, on va sur Yosef et ses frères. Okay. Les Sifra Mekoubalim te dit le Rav Tertel. Chez Be'et, chez Hashem Itbarach. Au moment où Akash Baruch Hu a décidé de faire quelque chose d'absolument exceptionnel dans le monde, qui touche à la fois les dimensions supérieures et les dimensions inférieures, c'est-à-dire la réalité céleste comme la réalité terrestre, c'est-à-dire comme les anges tutélaires, aussi bien que le monde, et à commencer par le peuple juif, Shenoga la Elionim b'shmei shamayim ve'letartonim ba'aretz, Az Hashem Itbarach, alors Akash Baruch Hu entoure cela, c'est trop grand. C'est trop éclairé, c'est trop lumineux. Il encadre cela, Bekama mine etufim. Il met des écorces, il met des enveloppes. Vafilu ba'emtsaim. Voilà. Même par des moyens, nous dit le Rav Tertel, sheinam naim ve'odem keurim. Même par des moyens qui ne sont pas très agréables, voire même laids. Vous dira dans la Haftarah cette semaine, ils ont vendu leur frère pour le prix d'une chaussure. C'est ça. Le prix d'une chaussure. Ça paraît terrible. Et pourtant, c'était inévitable. Mais je ne parle pas de la vente, parce que c'est un sujet qui demande 10 cours, qui sont enregistrés. Kedei shelo yargishu beze, afin que personne, ceux qui voudraient porter préjudice à ce processus, cette mise en place du peuple juif, eh bien, ne puissent pas porter préjudice à, j'ai envie de dire, cette destinée inévitable. Donc, ça veut dire
que dans le processus qui est mis en place, d'un point de vue de la créature, évidemment, c'est un drame. Mais du point de vue du créateur, c'est toujours, encore une fois, dans la continuité du créateur. Et pourquoi j'insiste sur ce sujet-là aujourd'hui? Je dois le rappeler, nous rentrons déjà dans le Kaf, Kaf Aleph de Kislev. Hier, c'était le 19 Kislev. Yutet Be Kislev. C'est l'occasion de l'évoquer. Vous avez un grand Talmid Chacham qui était voué à la Torah, voué à Eretz Israël, d'originaire russe, avec son père qui était un grand Talmid Chacham qui s'appelait le Rav Petachia Menkin, et le Rav, qui a dont le nom vous connaissez certainement, le Rav Tzvi Neria, élève du Rav Kook, est arrivé en Israël à l'âge de 17-18 ans, et en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale, il a commencé à mettre en place ce qu'on va appeler une yeshiva techonite, peut-être la première de l'histoire de l'État d'Israël, à Kfar Haroé. Et Kfar Haroé, comme son nom l'indique, en référence au Rav Avraham Yitzhak Cohen Kook, mais avec quelque chose qui est toujours très émouvant et très troublant, c'est que le Rav Zveneria, sur sa tombe, il y a une chanson. Et cette chanson, justement, elle dit quoi? La sainteté, je demande, la sainteté d'Eretz Israël, Kedusha Anochim Evakesh, Echai Anochim Evakesh, cette demande de fraternité, justement, qui parfois semble peut-être tendancieuse ou tangible. Eh bien, je crois que dans les périodes difficiles que le peuple peut traverser, je ne sais pas si c'est toujours bilatéral et mutuel, mais ce n'est pas grave. Mais de notre côté, à nous, quand on veut être rattaché à la Torah, ce qu'a enseigné notamment le Rav Elisha Veshlitsky, quand on va justement sur la tombe de Yosef Hatzadik, eh bien qu'on soit animé par cet amour fraternel constant. C'est l'occasion d'évoquer le nom du Rav Zveneria par la même occasion, mais animé avec ces mêmes vertus et ces mêmes qualités qui sont chez Yosef Hatzadik. Mais vous comprenez aussi, hélas, à mon grand désarroi, que quand on méprise Shrem, eh bien, ce n'est pas seulement mépriser un bout de terre ou un centimètre de terre d'Eretz Israël. C'est mépriser toute la cohérence qui doit être inhérente au peuple juif et à sa valeur, encore une fois, d'unité et de fraternité. Donc, c'est pour cela, encore une fois, que semble-t-il, eh bien, j'ai pas envie de dire qu'il fallait que ça passe comme ça, mais en tous les cas, que ce n'est pas innocent si ça s'est passé comme ça. Et si j'ai évoqué Yosef et que j'ai évoqué cette problématique, au moins un dernier mot là-dessus. Vous savez qu'on parle dans la Gada de Pessah, il y a un enseignement que, si vous vous en rappelez, peut-être certains d'entre vous, il y a le fameux karpas, le fameux céleri ou le persil. C'est le persil, ou le céleri. Nous, chez nous, on met le céleri. Aval, qu'on trempe dans le vinaigre ou dans l'eau salée. Et le fait est, c'est qu'on se demande toujours, mais à quoi ça fait référence? C'est avant même la Haggadah, avant même de rentrer dans la Haggadah. Il y a plein de sens qui ont été donnés. Il y en a un qui est fondamental et qui touche notre sujet, qui touche notre propos. Pourquoi Karpas, comme son nom l'indique, il y a des passim, il y a des fils. Il est trempé dans le sang de l'agneau. C'est la coutonnette passim de Yosef Hatzadik. Quand on rentre dans la Haggadah de Pessah, d'abord ce qu'on doit avoir en tête, et ce qui doit être encore une fois inhérent, compréhensif par nous, c'est d'abord et avant tout la valeur de l'unité du peuple, la valeur fraternelle du peuple, encore une fois, au nom de laquelle on se bat, au nom de laquelle on existe, au nom de laquelle on continue à construire, à transmettre. Donc vous voyez que c'est vraiment un épisode important et je regrette toujours très amèrement quand les gens veulent traduire cette vente de Yosef et cette rixe entre les frères comme étant une petite histoire de dispute fraternelle entre Ogan et Ladim. Je vais être gentil, c'est ceux qui vont absolument essayer de dépeindre cette dispute entre les frères comme étant une dispute scolaire entre eux déjà. Ils sont au minimum des abrutis finis parce qu'ils ne sont pas capables d'aborder la Torah à la valeur et à la hauteur de ce qu'elle exige de nous. Donc, c'est un sujet à part entière, je ne rentre pas là-dedans, mais ceux qui ont pensé comme ça, sachez que c'est bien au-delà de ça et c'est très, très profond. Top. Atkan, ce route de Rav Neria, Tagan Alenu Bezrat Hashem.